Le téléphone, je passe à vous. Bon, allez, on y va. Non, 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 non. Beaucoup la famille. Bonsoir. Incroyable. Quelle émotion de se retrouver après des semaines de confinement, d'angoisse. On ne saura pas très bien si les journalistes étaient si fiables qu'on était obligé de les croire et de se dire que c'était la fin du monde. Mais enfin, c'est un immense bonheur de se retrouver tous ensemble pour un très bon moment où on va, comme d'habitude, pouvoir réfléchir, s'enrichir avec des esprits extraordinaires, des amis et des gens qui sont extrêmement bienveillants en tout ce qui concerne la volonté de partager avec nous des vrais et des grands messages. Alors vous savez que, bon, comme d'habitude, lorsqu'on se salue en général pour nos rendez-vous, chers amis, on parle de notre mission principale. Et je voudrais rendre un hommage très particulier à notre département français, à Meryl et à Nicole, qui pendant ces semaines véritablement extrêmement difficiles ont tenu sur le plan humain et sur le plan psychologique nos étudiants, nos jeunes de Massa, avec un dévouement, avec une gentillesse, avec une volonté de véritablement pallier à toutes ces angoisses abyssales qui étaient celles de tout le monde pour faire en sorte qu'ils continuent à travailler. Et j'ai à mes côtés un de leurs professeurs de statistiques et de mathématiques, Michael Zouari, qui aujourd'hui a accompli quelques miracles, puisqu'il a réussi à faire en sorte que tout le monde soit autour de cette table, à la fois Alexandre Adler, à la fois notre ami Paul Amar, à la fois notre directeur de l'Institut français, M. Pierrat. Et je voudrais saluer tous nos partenaires parce que tout au long de ces mois particulièrement difficiles, on a eu véritablement l'envie de nouveau de dire merci à Kalita, de dire merci à Avislama de Natania, de dire merci à l'espace francophone avec Jean-Claude Betsoussan et de dire un immense merci aussi à l'Institut français et à l'ambassade de France qui, depuis que nous avons commencé cette année notre série sur l'engagement, sont à nos côtés. L'ambassadeur, M. Eric Danon, a eu l'extrême gentillesse de faire l'ouverture avec David de Rothschild. Et puis, tout au long voilà, de ces semaines un peu difficiles, on a repris contact avec l'Institut français. On a dit, voilà, il est temps qu'on se retrouve, qu'on reprenne la main ensemble et qu'on fasse avancer à la fois le collège et à la fois tout ce qu'on peut faire et apporter à la communauté de compatriotes francophones. Donc, c'est particulièrement... Qui donc? Ah oui, bien sûr, l'Alliance, mais je dis Kalita. Kalita, c'est l'Alliance française. Parce que j'ai toujours Nicole qui m'envoie un petit papier au milieu de nos dialogues. Alors voilà, je crois que j'ai oublié personne. Je voudrais vous parler de l'avenir. Je voudrais vous dire que dans une semaine, on aura rendez-vous avec François-Olivier Gisbert, que la semaine d'après, nous aurons rendez-vous avec les gens d'Elnet, qui ont été toujours à nos côtés, ce lobby pro-Israël extraordinaire qui fait beaucoup de choses, dans la culture, dans l'éducation, dans la politique, bien sûr, mais pas seulement. Il sera entouré de pas mal de gens qui ont véritablement pris avec un courage extraordinaire la volonté de mettre en place cette très belle organisation. Et puis, nous aurons une séance de clôture qui véritablement nous émeut beaucoup, puisque ce sera son Excellence ambassadeur de France, M. Eric Danon, qui a accepté de venir nous parler de cette année un petit peu atypique qu'il a eue en Israël, et puis du dessin, de la manière dont il voit le développement des relations entre la France et Israël, malgré les immenses obstacles qui nous attendent tous, parce qu'on ne sait pas si on doit fêter la chaleur torride que nous avons en Israël aujourd'hui de 40 degrés ou la mise en place de notre gouvernement, mais il est certain qu'il y aura des obstacles politiques majeurs pour la suite de nos dialogues et de nos négociations, et donc on a véritablement besoin de savoir se parler, même si on n'est pas d'accord. Donc il sera là, avec probablement, et je l'espère, deux de nos maires des villes francophones les plus impliquées, si vous voulez, dans la communauté francophone. Et j'espère que nous aurons la possibilité de faire un très joli programme qui nous permettra d'aider nos étudiants, de leur donner plus de bourses, tous ensemble, en considérant qu'il y a énormément de familles de francophones qui ont bien sûr énormément souffert de la période Corona et qui se trouvent encore plus démunis que d'habitude et avec une détresse qui est véritablement d'une injustice flagrante et qu'on essaie
et à laquelle on essaie de pallier. Donc je pense et j'espère très fort que Calita, que l'ambassade de France et que nous pourrons prendre sur nous de faire en sorte que ces étudiants de ces familles-là, auprès d'enfants de ces familles-là, arriveront à renouer un dialogue positif de construction. Voilà, c'est toutes les nouvelles dont je voulais vous parler. Je voulais enfin dire un petit mot pour l'avenir, parce que j'espère qu'on aura la possibilité de se retrouver, peut-être pas côte à côte, comme nous l'avons fait pendant des années, mais à 2 mètres de distance, s'il le faut, pour des rendez-vous en vrai, en live, avec un très beau thème l'année prochaine sur la justice impossible, la justice difficile, avec de grandes stars, des gens magnifiques comme Robert Badinter qui nous a donné déjà son accord, comme Dupond-Moretti, comme Woody Block qui défend la famille de Sarah Halimi. Voilà, alors c'est un petit peu confus parce que j'ai un petit peu perdu l'habitude moi aussi, et puis surtout je suis très émue et ça me fait infiniment plaisir. Alors cher ami, cher directeur de l'Institut français, celui qui est déjà parmi nous depuis 1 an, je vais vous donner la parole et je vais vous demander de raconter aussi à votre manière l'histoire de cette renaissance des belles relations entre notre collège et votre institut. Merci beaucoup, merci Claude, merci Madame la Présidente. Merci également pour cette rencontre. Hein. Je pense que c'est un moment important, c'est un moment effectivement de transition. On a connu ce cycle de conférences en présentiel. Maintenant que nous sommes sur Zoom, ça permet de toucher de nouveaux publics, d'aller vers d'autres personnes qui n'auraient pas pu peut-être venir à Netanya. Je voulais vous remercier également, cher Claude, pour votre action, parce que vous faites vivre cette francophonie au sein du Collège académique de Netanya. Et je pense que c'est vraiment un point très important pour nous au niveau de l'ambassade, mais aussi au niveau de l'Institut français. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je pense qu'également, c'est un grand plaisir pour moi, donc je suis arrivé il y a 9 mois, c'est un plaisir de recréer du lien et de reconduire le partenariat historique qu'il y a entre le Collège académique Netanya et l'Institut français d'Israël. Moi, c'est un volet important, et de pouvoir travailler ensemble avec vous sur des questions d'éducation, mais également sur les questions de francophonie qui sont très importantes aujourd'hui. Évidemment, toute l'équipe en charge de ces dossiers-là au niveau de l'Institut français est à votre disposition, entière disposition pour poursuivre le travail. Alors, le collège, comme je le disais, est un partenaire essentiel pour l'ambassade, mais aussi pour l'Institut français en matière de coopération éducative, puisqu'en fait, les responsabilités sont un peu partagées entre l'Institut français et l'ambassade. Le collège est très actif également sur le volet culturel, et vous organisez de nombreuses conférences, de nombreuses rencontres, de nombreuses discussions et débats avec des personnalités. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce cycle fait partie de cette action que vous menez. Et je voudrais saluer effectivement cette action-là. Et la présence de l'ambassadeur, vous l'avez dit lors de l'ouverture, lors de la séance inaugurale de ce cycle de conférence, montre combien l'ambassade attache de l'importance à votre action. Mais il sera également là, vous l'avez dit, donc le 14 juin pour la clôture. S'agissant de l'IFI et de ce que fait l'IFI, mais je pourrais redévelopper après la présentation, évidemment, pour l'IFI, le débat d'idées, puisqu'il s'agit quand même de débat d'idées, a une place privilégiée dans la stratégie. Nous sommes actuellement en cours de définition d'un plan d'action pour les 3 prochaines années, et nous allons effectivement mettre une place importante à ce volet-là. Pourquoi? Parce qu'il nous paraît important de travailler sur les enjeux mondiaux et de confronter nos connaissances, mais également nos ambitions entre la France et Israël sur ces questions-là. Évidemment, c'est du questionnement, c'est effectivement la santé, puisque c'est le sujet de la conférence actuellement, la santé qui fait partie des enjeux mondiaux, des enjeux de société. Et nous allons débattre de ce thème-là. C'est évidemment une période extrêmement privilégiée aujourd'hui pour réfléchir. On a eu toute une période de confinement. Maintenant, on est dans la phase de sortie de ce confinement-là. Ça nous a permis finalement peut-être de grandir et de voir comment faire les choses autrement. On a en tout cas à l'Institut français énormément travaillé. Il y a eu une réaction rapide de façon à s'adapter. C'est vraiment de l'adaptation à la crise. Et nous avons essayé de développer de nouveaux outils qui nous ont permis finalement d'aller de l'avant pendant la crise, mais aussi ces outils-là vont servir après. Alors,
simplement pour dire un petit peu tout le questionnement que l'on a, donc c'est repenser nos actions bilatérales de coopération, et imaginer dès à présent le post-crise. Donc j'imagine qu'on va peut-être réfléchir à ce point-là ce soir, capitaliser sur les nouvelles formes d'action que nous avons mises en place lors du confinement, et c'est également comment repenser l'interaction avec nos partenaires. Bien évidemment, l'interaction risque d'être modifiée et il faut voir comment on peut s'adapter à cela. Et ensuite, le thème de ce soir, c'est l'impact de cette crise, évidemment, parce qu'il y aura un impact, c'est certain, évidemment du point de vue économique, du point de vue, on l'a dans le titre militaire, géopolitique, et s'agissant de l'IFI, en fait, quels enjeux sur la relation bilatérale en matière de coopération. Donc, c'est vraiment tout ce questionnement-là qu'il est important, à mon avis, d'avoir. Je pense que ces prochains mois seront extrêmement importants, en tout cas pour nous, Institut français d'Israël, de façon à penser l'avenir. Sans plus attendre, sans prendre plus le temps, je passe la parole à Paul Amar, qui va présenter notre invité, animer le débat ce soir. Et je pense que vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions en utilisant l'application Zoom. Je vous remercie et à tout à l'heure. Merci Claude, merci Jean-Jacques, bonsoir à tout le monde, Netanya, Tel Aviv, Paris. Heureux de contribuer à cet échange initié par le campus avec le soutien de l'Institut. Heureux de vous retrouver, Alexandre Adler, qui est chez vous à Paris, historien, journaliste. Vous allez nous aider à comprendre ce qu'il s'est passé et à tenter de dessiner le monde d'après le Covid. Un monde stupéfait et sonné par l'apparition de ce virus, d'autant plus sonné qu'il ne s'y attendait pas. Et c'est là, Alexandre, le premier scandale de cette épreuve que nous sommes en train de traverser. Vous êtes très bien placé pour en parler parce qu'il y a quelques années, vous aviez préfacé pour les éditions Robert Laffont un rapport de la CIA qui portait justement sur le monde de demain entre 2005 et 2020, et la CIA avait prédit cette épidémie avec des termes extrêmement précis, en utilisant même le terme corona. Vous pouvez le confirmer, Alexandre? Mais oui, c'est étonnant, parce que bien entendu, je vais oublier ce texte que j'avais écrit avec beaucoup de plaisir, mais en fait, c'était fini et ça fait maintenant donc 2007, ça fait presque 15 ans, plus de 15 ans. Et donc, je dois vous l'avouer, j'ai retrouvé avec plaisir ce texte et j'ai été bluffé moi-même, à la fois par la lucidité de l'analyse de la CIA et puis par la mienne propre, à mon insu, de mon plein gré, comme on dit maintenant. Et en effet, j'étais sans Dieu d'imaginer que les choses se passeraient aussi vite et de manière aussi spectaculaire. Mais ça, c'est un peu ce que mon maître Louis Althusser nous avait toujours dit. Il se prétendait hostile à la philosophie de Hegel, mais il était très hegelien. Et donc, il avait trouvé cette phrase, « L'histoire avance toujours, mais d'abord par ses mauvais côtés ». Alors, nous sommes en effet dans une mondialisation, nous en sommes tout à fait l'expression, tout à fait étonnante, bouleversante même. Mais elle commence évidemment par le mauvais côté, c'est-à-dire par une épidémie mondiale. Alors cela, je l'avais pensé parce que déjà d'autres avaient écrit là-dessus, par exemple Tom Clancy, qui est aussi un auteur qui est souvent sollicité par la CIA et qui avait fait une description absolument dantesque du coronavirus. Mais le corona, the crown, la Keter, donc en fait le virus suprême, pour lui, c'était Ebola. Et puis, pas de chance, si j'ose dire, ou plutôt bien de la chance, parce qu'Ebola était une chose terrible. C'est finalement un vaccin qui a été trouvé contre Ebola. Et ce n'est donc pas Ebola que nous avons, mais une variante qu'on a encore du mal d'ailleurs à déterminer, mais qui est certainement à la fois très sérieuse. On en meurt beaucoup, surtout dans les EHPAD bien sûr, mais pas seulement. Rappelons-nous ce qui est arrivé aujourd'hui même à l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de Chine, et qui est un homme de 48 ans, dont j'ai vu le portrait, et il est tout à fait jeune, il était tout à fait jeune et valide. Il est mort d'un infarctus dont on peut penser qu'il est quand même corrélé à toute cette épidémie. Et voilà pourquoi je parlais de scandale. La CIA annonce dans les années 2000-2010 l'apparition de cette pandémie.
parle d'une maladie respiratoire contagieuse, mais il n'y a aucune réaction, y compris aux États-Unis, aucune mesure n'est prise après ce signal d'alerte? Si, mais alors là, nous sommes devant le phénomène des gros sous. Et c'est là où, en tant que… J'étais très lié, je ne le cache pas, à Philippe Séguin, dont je voyais bien que souvent, il allait un petit peu dans le décor, parce qu'il était, lui, comme beaucoup d'entre nous, un homme un peu exagéré. Mais il était toujours d'une pensée très juste. Et ce qu'il pensait, c'est que nous ne prenions pas de précautions en général, mais il pensait pas seulement évidemment au coronavirus, il pensait plutôt à l'industrie, et que nous sacrifions d'une manière délibérée des pans entiers de notre industrie parce que les coûts à court terme étaient bien meilleurs dans toute l'Asie et que celle-ci était en train de devenir, même le Japon et certainement la Corée du Sud aussi, l'atelier industriel du monde entier. Et nous étions très contents de cela. Et les États-Unis, les premiers, car nous avons imité les États-Unis forcément, étaient très contents, dans le fond, d'économiser de l'argent pour tout mettre sur les high-tech, sur les technologies de pointe, elles-mêmes liées d'ailleurs souvent à la défense, et laisser finalement ce qu'ils considéraient comme des actions un peu secondaires, comme par exemple la pharmacie, eh bien, à ceux qui pouvaient le faire à des coûts les meilleurs. Et du donc, coup, pour des raisons de gros sous, nous avons sacrifié des pans entiers de notre industrie, des emplois bien entendu, mais aussi de la sécurité. Et cela, je le pensais déjà à cette époque. C'est pour ça que maintenant je passe pour un prophète d'Israël, ce qui m'amuse énormément. Mais c'est vrai que je l'ai écrit. Et je l'ai écrit un peu par séguinisme, mais aussi par conviction, toute simple. Et effectivement, c'est avéré. et du coup, Ebola, et c'est la la seule erreur que j'ai de la commise. crise s'en est ressentie. On l'a bien vu dans nos pays européens, on l'a vu aux États-Unis, à l'ignorance de ce rapport de la CIA que je mentionnais tout à l'heure, s'est ajoutée l'impréparation et parfois l'incompétence dans la gestion de cette crise. Mais pas tout le monde. Regardez par exemple notre ancienne ministre de la Santé, qui était elle-même pharmacienne de formation, avait pris des précautions très importantes et on a détruit des millions de masques qu'elle avait elle-même commandés parce qu'on a pensé que bon, ils étaient trop vieux ou que sais-je encore. Et bref, nous avons aussi commis des erreurs à court terme. Et bien entendu, comme la colère va être énorme, et vous en êtes tout à fait le représentant parce que vous êtes un très bon journaliste, je vous passe la pommade, mais c'est vrai. Et vous avez absolument, vous sentez bien les gens et vous sentez l'opinion. On va demander des comptes. Et on découvrira qu'effectivement, on a fait un peu n'importe quoi, mais pas tout le monde et pas de la même manière. Il y a des degrés et des commissions d'enquête vont venir et on va essayer de se venger. Bêtement, bien sûr, parce qu'on est bien au-delà de la vengeance. Mais bien entendu, des erreurs ont été commises. Pourquoi Israël en a commis un peu moins? Oui. Eh bien, parce que c'est une société qui vit dans l'urgence et dans la guerre. Et dans une situation d'urgence où, malgré tout, il y a beaucoup moins de morts dans toutes les crises que nous avons traversées qu'il n'y en a jamais eu en 1947-48, où là, vraiment, ça a été la guerre la plus meurtrière. Mais même les guerres moins meurtrières font toujours des morts, et même le Milouim, les périodes de réserve que les Israéliens s'infligent à un âge déjà avancé, tout cela a un coût humain, et les gens serrent les dents. Et Israël n'est pas bien plus intelligent que nous, mais ils sont dans l'urgence. Et cette idée de l'urgence, cette peur du lendemain, ce stoïcisme aussi devant des catastrophes individuelles qui frappent tel ou tel, ben ça, nous ne l'avons pas en France, évidemment. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a le sentiment, si on veut faire un tour d'horizon rapide de la planète en ces temps de crise, on a le sentiment, Alexandre, que les grandes puissances ont été plutôt impuissantes dans la gestion de cette crise. Je pense aux États-Unis, je pense même à la Chine où le virus est apparu avec sans doute de très gros mensonges sur l'ampleur de la catastrophe en Chine. Les moyennes puissances ont été, je joue sur les mots à peine, moyennes, pour ne pas dire médiocres, alors que les pays relativement petits, vous avez mentionné Israël, j'ajouterai Taïwan, vous avez parlé de la Corée du Sud, j'ajouterai le Portugal. Ces pays relativement petits ont été plutôt efficaces dans la gestion de leur crise
Et au regard de la population, bien sûr, proportionnellement, il y a eu moins de morts dans ces petits pays que dans les autres pays plus importants. Alors, c'est une observation parfaitement juste. Qu'est-ce qui explique, parce que donc c'est un groupe assez hétérogène, qu'est-ce qui explique finalement, quel est le point commun de tous ces groupes? Eh bien, un sentiment d'urgence et un sentiment de tragédie supérieur au nôtre. Alors, bien entendu, c'est évident pour la Corée du Sud, qui vit toujours dans la peur parfaitement rationnelle d'une attaque surprise d'une Corée du Nord, qui est quand même dirigée par des psychopathes, ou était dirigée, parce que maintenant, nous sommes avec Madame Kim, qui a remplacé au pied levé son frère et qui n'en pense pas moins, qui, à mon avis, l'a poussé dans l'escalier d'ailleurs. Eh bien, nous sommes devant quelqu'un de tout à fait remarquable. Mais disons que… Attendez, excusez-moi Alexandre, excusez-moi. Vous dites qu'elle a poussé dans l'escalier, c'est une plaisanterie ou c'est une information? Je ne sais pas comment elle s'y est pris, mais à mon avis, notre ami Kim Jong-un a quand même eu un vrai problème lorsqu'il est allé récupérer son bateau là-bas à Wonsan. Et bien sûr, je ne crois pas, pour ma part, que c'est simplement qu'il ait été touché par une petite épidémie ou que sais-je encore. Non, pas du tout. Je pense qu'il a vraiment eu un sérieux problème. Pour ma part, je pense que la probabilité qu'il soit mort, que s'en est occupé with extreme prejudice, comme disent les Américains dans leur langage des services secrets, avec un préjugé extrême, me semble quand même très probable. Mais enfin, on verra bien. Mais toujours est-il que la Corée vit dans l'urgence, c'est évident. Taïwan aussi, même si, bien entendu, personne n'a la folie en Chine de se jeter sur Taïwan avec les conséquences immenses que cela aurait pour la République populaire elle-même. Mais cette urgence existe à Taïwan. Alors on me dirait, et le Portugal? Ben, le Portugal, bien entendu, ce n'est pas exactement pareil. Mais le Portugal a quand même l'expérience autrefois des guerres coloniales qui ont amené une moitié de la population, quasiment, enfin chez les jeunes en tout cas, à se soustraire à cette guerre d'Algérie interminable que le régime salazariste leur avait infligée. Et donc, les Portugais connaissent la tragédie. Beaucoup sont revenus d'Angola, du Mozambique, en très mauvais état. Et bien entendu, à la différence de l'Espagne, où le souvenir de la guerre civile est malheureusement trop ancien, je dis malheureusement parce que les Espagnols font beaucoup de bêtises aujourd'hui. Les Portugais n'en font pas parce que la tragédie est encore très présente dans les dernières générations. Et c'est peut-être le point commun qu'elle a avec d'autres comme Taïwan, la Corée du Sud et bien sûr Israël. Et donc, on trouve ici un point commun, le sens de la tragédie. Et dans la tragédie, il y a les paniquards, bien sûr, il y a les excités, il y a ce que j'appelle les confinés, c'est-à-dire les gens qui, étant confinés, sortent tout de suite et commencent à s'exprimer parce qu'ils ont des plans et on va les entendre. On les entend beaucoup, par exemple en France. Par exemple, Mélenchon, tout de suite, il commence des grosses bêtises. Mais bon, ça ne durera que très peu de temps. Et les autres, eh bien, les vrais confinés qui sont réellement dans un sentiment d'interrogation sont quand même beaucoup plus nombreux que les confinés. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement, il y a ce point commun. Alors, dans la plupart des pays, les peuples, je dis bien les peuples, ont eu un comportement assez remarquable, fait de cohésion, de solidarité, avec une discipline assez surprenante d'ailleurs dans les démocraties, et ça montre la force, quoi qu'on dise, des démocraties aujourd'hui. Et on aurait pu penser, c'est pour ça qu'on est dans une situation plutôt paradoxale, que cette solidarité entre les êtres humains au sein même de chaque pays allait générer une solidarité entre les dirigeants, que cette cohésion au sein même des peuples allait générer une cohésion entre les dirigeants du monde. C'est exactement le contraire qui s'est produit, avec une sorte de repli sur soi pour chaque pays, avec une concurrence parfois vulgaire sur l'achat des masques. Et c'est la conséquence directe que moi j'observe de cette crise qui n'est pas terminée, c'est qu'on pensait qu'on allait tous ensemble, je parle au niveau de la planète, combattre ce virus, et on assiste à un chacun pour soi en ce qui concerne les pays et les dirigeants.
Alors, cher Paul, je constate, et je l'ai vu quand on a monté ce montage qui était avec quelques petits ratés, évidemment, que vous êtes dans la race des impatients, dans laquelle je trouve aussi mon épouse, notre charmante hôtesse Claude. Vous voulez que ça avance. Et donc, vous avez parfaitement raison, vous êtes indigné et je vous comprends. Et en plus, comme disait la concierge de mes parents, vous parlez dans la divinité. Mais c'est vrai, c'est parfaitement vrai. Seulement, vous n'êtes pas patient. C'est-à-dire que je pense que les effets à long terme vont venir et que cette solidarité qui s'est manifestée, ce courage, le courage quotidien qu'ont montré des tas de gens, tout cela existe autant, et je dirais plus, que les phénomènes superficiels qui se donnent libre cours, bien sûr aussi. Alors, lequel l'emportera? Mon pari, parce que je suis un optimiste fondamental, et je suis peut-être un petit peu moins impatient que mon épouse et que même vous, cher Paul, c'est qu'il faut laisser un petit peu le temps se faire, et vous allez voir quand même que les gens aspirent à l'unité et à quelque chose de nouveau. Et c'est vrai en France, je pense qu'un gouvernement qui ne sera pas un gouvernement d'unité nationale rassemblant tout le monde, mais un gouvernement certainement beaucoup plus large que celui que jusqu'ici Emmanuel Macron était à mesure de pouvoir rassembler. Il va élargir évidemment et ce gouvernement sera plus important avec des participations beaucoup plus significatives. Certainement pas Marine Le Pen, encore qu'elle sera modérée dans son comportement, mais bien entendu une partie de la droite qui aujourd'hui a l'intention de participer au gouvernement en mettant ses conditions, mais aussi un homme comme Jean-Yves Le Drian qui bien sûr va rester fidèle à son adhésion à Emmanuel Macron, mais va faire jouer sa petite partition. Tout cela est actuellement en marche, également, bien entendu, en Israël. Nous avons vu, alors, parce qu'Israël est un pays beaucoup plus hystérique que la moyenne, nous sommes tous des juifs, donc nous sommes très hystériques, et donc les Israéliens ont donné des exemples absolument invraisemblables d'irresponsabilité de la classe politique. L'opinion, pas du tout. L'opinion ne pense pas un mot de tout cela et en fait, les Israéliens ont beaucoup plus de sang-froid. La société est infiniment meilleure, pour les raisons que j'ai dites, que la classe politique qui a atteint des sommets. Alexandre. Calme. Et pour ça, je pense que Benny Gantz, pour lequel j'ai une immense sympathie, est en train. Pourquoi une telle sympathie? Eh bien, parce que vous savez que la règle pour un officier général, autrefois dans Tsahal, c'était de prendre un nouveau nom, un nom hébreu, born again. Eh bien, une génération, celle de Benny Gantz, de Gabi Ashkenazi et de quelques autres, ont commencé à prendre les noms de leurs parents. Benny Gantz, qui en plus est un landsman, c'est un compatriote, il est de la Transylvanie profonde, donc de la région entre la Roumanie, la Hongrie, mais enfin hongroise. Et qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je m'appelle Gantz, mon père s'appelait Gantz, mon grand-père s'appelait Gantz, et nous sommes très fiers de nous appeler Gantz. Et moi, je ne prends pas de nom hébreu. Et c'est la même chose pour Gabi Ashkenazi. Donc, comme le nom l'indique, Ashkenazi signifie qu'il est séfarade, bien sûr, parce que seuls les séfarades s'appellent Ashkenazi, les autres s'appellent Deutsch. Mais enfin, Alexandre, je laisse de côté. Je veux dire que donc, petit à petit, des réflexes de grande santé sont en train de se manifester presque partout, à condition d'être un peu patient. Alexandre, vous m'avez mal compris, donc j'ai dû mal m'exprimer sur la cohésion, la solidarité entre ce que vous appelez les gens, les citoyens dans chaque pays. Je crois que nous sommes d'accord. Je vais insister sur ce point. Là, je me plaçais sur un terrain, non pas de politique intérieure à chaque pays, le terrain que vous avez choisi, mais compte tenu de votre profil, de votre culture et de votre parcours, je me plaçais sur un terrain géopolitique. Et quand je parlais de l'absence de solidarité, j'évoquais évidemment la planète. J'évoquais évidemment les tensions qui se sont ajoutées à la tension. Et si on devait faire, ce qu'on va faire avec vous d'ailleurs, un rapide tour d'horizon, on voit bien, même si les médias en ont très peu parlé, ils n'ont parlé que du Covid, on a l'impression que le monde était en suspens et s'était arrêté de tourner puisqu'on ne
parler plus que du Covid. J'ai l'impression que les tensions se sont accrues. Premier exemple que je vous soumets et que je vous suggère, la relation USA-Chine. On a parlé avant le Covid de guerre froide. On a l'impression que cette guerre froide est encore un peu plus froide aujourd'hui, Alexandre. Oui, c'est tout à fait vrai et je comptais y venir et je comptais justement prendre les deux exemples des deux grandes puissances mondiales aujourd'hui, Horma, l'Amérique, et Bina, la Chine, qui sont en fait les deux grandes puissances qui dominent aujourd'hui notre monde. Et toutes les deux, en effet, donnent des signes un peu inquiétants, mais qui ne sont pas les mêmes. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, eh bien, il y a une répétition tout à fait frappante de ce qui est arrivé déjà à Richard Nixon. Mais Nixon a été obligé de partir de façon un peu ignominieuse, injuste d'ailleurs, parce qu'il n'était pas à ce point coupable, même si son comportement et son tempérament, hystérique d'ailleurs, étaient tels qu'il s'est finalement mis dans une situation impossible. Mais disons que Trump est exactement dans la même situation. Il a finalement pas si mal géré l'Amérique. Avec son idée de petit patron qui est proche des ouvriers, il a en effet compris qu'il fallait rapatrier la production aux États-Unis, qu'il fallait cesser d'exporter pour des raisons de coût à court terme des choses qui étaient nécessaires pour les Américains pour tout simplement l'équilibre, la balance commerciale, qu'il fallait arrêter cet endettement démentiel. Il y est arrivé. Il y est arrivé avec brutalité, avec tous les côtés que je déteste chez Trump, mais il y est arrivé. Et en réalité, son successeur ou sa successeur, car ce sera peut-être une femme, en tout cas, lorsqu'elle prendra sa suite, car je pense qu'il ne sera pas réélu, même s'il va tenter sa chance jusqu'au bout, avec la base qu'il a, qui est en gros la base de Georges Marchais aujourd'hui, c'est-à-dire les ouvriers, les évangélistes, les prolos qui se reconnaissent dans Trump et qui sait leur parler. Ça ne le sauvera pas, à mon avis. Mais enfin, en tout cas, sa politique, par contre, sera sauvée. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire du Trump, mais avec le sourire. Et on va donc continuer à faire une politique de resserrement et de priorité nationale beaucoup plus grande, certainement évidemment en l'étendant à l'Amérique profonde, c'est-à-dire au Mexique et au Canada, au lieu de les injurier tous les jours comme l'a fait Trump. Mais cela dit, en faisant une grande Amérique, ce sera toujours la priorité à l'espace américain avec quelques éléments de géopolitique privilégiés, mais pas plus. Et cela, je le pense, en effet, cela crée une petite tension, mais c'est une tension qui peut être surmontée parce que finalement, les Américains ont les épaules assez larges pour le faire, à condition d'avoir une diplomatie plus habile, plus hypocrite, c'est-à-dire de ne pas injurier les gens à tour de bras, comme le fait Trump quand ça lui prend, de ne pas prôner l'usage de la javel pour vaincre le Covid et autres bêtises, où là, par contre, il a montré son incompétence crasse, incompétence qui était déjà aussi dans la question du réchauffement climatique et bien entendu de la misère dans une ville comme New York et de la nécessité d'une politique de santé. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, pour toutes ces raisons, nous aurons une poussée à gauche aux États-Unis, mais pas pour la gauche politiquement correcte. Il y a des gens maintenant tout à fait respectables, ces dames qui se sont présentées, mais qui ne peuvent pas évidemment être élus, ni non plus d'ailleurs des républicains, disons, comme Alexandre. Modérés. Mais par contre, nous aurons des surprises sur l'élection présidentielle. Alexandre, si j'employais pas de guerre, par contre. Pas de guerre. Et en Chine, c'est la même chose. Les Chinois sont en train d'éviter, et c'est là la chose très importante qu'a fait Xi Jinping, c'est qu'au lieu, bien sûr, il ment comme un arracheur, et il pense depuis toujours que la perestroïka, la glasnost de Gorbatchev montrait la faiblesse de Gorbatchev. Il ne fallait jamais dire ça. Eh bien si, ils vont finir par le dire parce qu'ils vont y être contraints. Mais pour commencer, ils ont commencé à faire toutes les bêtises, sauf une, au moment du Nouvel An chinois, qui est la fête la plus importante et de loin pour tous les Chinois. Xi Jinping est quand même allé devant les Chinois leur dire « c'est fini,
il n'y aura pas la fête. On abolit la fête, vous allez arrêter la fête et vous allez vous soigner. Ça, il l'a dit. Et croyez-moi, ça n'est pas la chose qui était la plus populaire pour tous les Chinois et il l'a fait. Alexandre, restons sur il est allé demander à Israël son aide. Restons sur la relation Chine-USA. Si j'ai employé la formule écrite par de nombreux éditorialistes de guerre froide, c'est que c'est parce qu'elle renvoie évidemment à une autre guerre froide terrible entre l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent bien la Chine insistent sur sa posture agressive en ce moment, en la qualifiant d'ailleurs de diplomatie du loup. C'est une expression employée même en Chine. Et on a l'impression qu'il y a une diplomatie du loup chinoise face à une diplomatie du pitbull américaine. Est-ce qu'on peut avoir, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, les mêmes conséquences que celles qu'on avait observées au temps de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique? Alors maintenant que je suis un prophète amateur, j'y vais. Je dis non. Pourquoi non? D'abord parce que, en ce qui concerne les États-Unis, c'est simplement la petite montée d'hystérie à laquelle nous allons assister, et tout le monde la connaît, et les Américains eux-mêmes ont communiqué déjà, notamment à leurs interlocuteurs chinois, pour leur dire « ne vous inquiétez pas, on va dire un peu n'importe quoi, mais ça n'ira pas bien plus, ça n'ira pas plus loin ». Ils l'ont dit aussi aux Iraniens, et ceci à travers l'homme fort de l'Arabie saoudite, Joubert, dont je suis un ami personnel, et qui lui aussi a tout fait pour qu'il n'y ait pas de bombardement systématique de l'Iran ou une poussée vers la guerre chaude, même électorale. Et donc, dans ces conditions, je crois qu'effectivement, Donald Trump n'a pas envie de faire de grosses bêtises. Il ne les a d'ailleurs pas faites et il ne les fera pas. Mais il va tenir des propos absolument épouvantables tout en envoyant des émissaires pour dire « écoutez, vous avez vu, on est un peu énervé, mais ce n'est rien ». Quant aux Chinois eux-mêmes, eh bien, leur habitude, c'est quand on est humilié, et les Chinois, Dieu sait qu'on les a humiliés dans le passé, c'est effectivement de faire ce que vous dites, la diplomatie du loup, montrer qu'on est capable de mordre, etc. Mais bien entendu, la Chine n'a aucune envie de cela, et elle n'a aucune envie de faire le jeu des nationalistes japonais qui sont très profondément anti-chinois, mais qui sont déjà isolés par le patronat chinois et par tous les décideurs japonais, qui ne veulent qu'une chose, c'est que le marché chinois fabuleux continue de leur être ouvert. Et aujourd'hui, leurs exportations en Chine sont beaucoup plus importantes que leurs exportations aux États-Unis. Et enfin, il y a le troisième terme, et c'est là que je parle de Madame Kim, c'est que la Corée, qui n'est plus la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord s'est déjà tout entière transportée, presque tout entière, avec l'approbation de la Chine en Corée du Sud. Et la Corée du Sud, qui est maintenant dirigée par la gauche, quand même, encore aujourd'hui, n'a qu'une idée, c'est d'aider la Chine à développer avec elle un programme aéronautique totalement indépendant de Boeing. D'ailleurs, la raison pour laquelle Kissinger reste aujourd'hui encore, même s'il ne peut plus se déplacer, mais il a toute sa tête, l'expert reconnu que Boeing continue à salarier pour cela, c'est parce qu'il est l'homme qui peut parler aux Chinois et obtenir que Boeing ait toujours sa place en Chine. Seulement demain, la Chine a décidé de remplacer Boeing, quoi qu'il arrive, et ce n'a rien à voir avec Kissinger, avec une combinaison sino-coréenne. Et je vois tout à fait ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la Corée, qui est en train de devenir une vraie superpuissance, est en train, entre le Japon et la Chine, de trouver sa place. Et aujourd'hui, avec le PIB qu'elle a, mais aussi les potentialités qui sont les siennes, et la réunification qu'elle sera obligée de faire beaucoup plus vite qu'elle ne l'aurait pensé, parce que tout simplement, les Coréens du Nord, qui eux peuvent partir par la frontière chinoise, reprennent ensuite l'avion pour aller à Séoul. Il n'y a déjà plus de deux Corées. Alexandre, vous avez cité à l'instant l'Iran et l'Arabie saoudite. Vous me donnez l'occasion de zoomer, si j'ose dire, sur cette autre région du monde. Et je profite de votre présence pour avoir des informations, puisque les médias n'en parlent quasiment plus depuis 2 mois. Il y a une sorte de silence assourdissant qui provient de cette région, comme si tout d'un coup, elle était en paix. Évidemment, on pourrait le souhaiter et prier pour cela, mais que se passe-t-il dans cette région du Moyen-Orient? Est-ce que les pays comme l'Iran, très frappés par
le Covid notamment, ne pense plus qu'à ça, ou est-ce que vous, là où vous êtes, avec les informations dont vous disposez, vous entendez, vous, ce qu'on n'entend plus dans les médias, toujours des bruits de bottes? Il y a des bruits de bottes et il y a des abrutis profonds qui se battront jusqu'au bout. Mais tout le monde sait que Khamenei est non seulement malade, mais qu'il a refusé certains soins parce que il est évident qu'il pouvait lutter contre le cancer, mais qu'il voulait garder sa barbe. Alors ça, c'était difficile, donc il va garder sa barbe, mais il est quand même dans un état de santé très, très, très difficile. Par ailleurs, en Iran, comme nos amis de l'Institut, le Mossad le savent très bien, le pouvoir a déjà basculé. Vous savez qu'aujourd'hui, la moitié de l'Iran n'est plus contrôlée par le pouvoir central. L'Azerbaïdjan sud, qui parle la même langue turque que l'Azerbaïdjan nord, a quasiment fusionné avec l'Azerbaïdjan nord. Et la plus importante base du Mossad, je vais citer tout simplement le pauvre Meir Dagan, Zikrona Levrara, qui sera un des plus grands chefs du Mossad que nous ayons jamais eu. Eh bien, Meir Dagan avait rassemblé un peu tous les officiers du Mossad au début de son arrivée, et il avait dit, vous savez, nous avons 3 problèmes dans le monde aujourd'hui, et je voudrais que je vous laisse tous la parole pour me dire ce qu'ils sont. Alors chacun avait son problème. Alors lui, il a dit, ben non, moi je vais vous dire, nous avons 3 problèmes. Le premier, c'est l'Iran. Le deuxième, c'est l'Iran. Et le troisième, c'est l'Iran. Et donc, il a dit, nous allons mettre maintenant tout l'accent sur l'Iran. Et il l'a fait avec des résultats extraordinaires. On a piqué la totalité du programme nucléaire iranien. Il continue évidemment à s'obstiner. On a, disons, envoyé dans un meilleur monde un certain nombre de savants nucléaires qui ont été abattus à Téhéran les uns après les autres. J'oublie de dire que le bazar de Téhéran est entièrement azéri, que donc qui contrôle l'Azerbaïdjan contrôle le bazar de Téhéran, donc le Mossad fait ce qu'il veut dans le bazar de Téhéran aujourd'hui. Et bien entendu, aujourd'hui également, on a pu véritablement contrôler la totalité des actions iraniennes, continuent quand même à faire des actions balistiques. Ils ont fait venir des techniciens nord-coréens pour faire la bombe, et c'est eux, bien entendu, qui sont à l'origine de l'explosion du Covid en Iran. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de morts en Iran? C'est bien entendu les Nord-Coréens qui, eux, étaient tous infectés et qui l'ont apporté. En Syrie aussi, et malheureusement également à Gaza. Et de là, un petit peu, je ne vais pas dire que c'est eux qui ont apporté uniquement le Covid, mais ils sont une des raisons pour lesquelles le Covid a fait son entrée en Israël. Cela veut-il dire, Alexandre, que vous ne croyez pas la menace iranienne, une menace... Non seulement je n'y crois pas, mais je pense que les Iraniens aujourd'hui, devant le mouvement immense qui atteint le pays, sont en train de préparer un véritable changement de régime. Alors, ils ne sont pas du tout comme les excités qui ont pris le pouvoir avec Khomeini. Ils ne se battent pas poitrine nue pour se faire tuer, non, ils veulent vivre. Et donc, dans ces conditions, ils attendent. Mais ils sont capables de mener des actions massives, de grève, de paralysie de l'État, de sabotage aussi. Et cette fois-ci, le bazar est contre le régime, alors qu'il était tellement pour le régime au moment où tout cela a eu lieu. Et donc, dans ces conditions, ma conviction, c'est que nous sommes au bord d'un basculement en Iran, et un basculement incroyablement surprenant, puisque moi, je rigolais toujours du fils du chat, je disais le baby chat, etc., disant, bon, il est courageux, c'est vrai, c'est un homme assez sympathique, je ne le connaissais pas. Et puis, je l'ai vu sur la télévision du Mossad, là, I-29, et il est remarquable, ce garçon est extrêmement modéré. Et je vois surtout que... Non, pardonnez-moi, mais c'est la télévision de Patrick Drahi, c'est pas du Mossad. Oui, non, c'était... Mais enfin, étant donné que Patrick Drahi, lui aussi, avait un peu avait un peu le vertige, il a été obligé, il est tellement endetté que maintenant, on l'a aidé, quoi. Maintenant, je vois qui s'exprime dans cette télévision, et c'est vraiment l'Institut. Et je trouve ça formidable, d'ailleurs, personnellement, parce que c'est des bonnes nouvelles. Mais je reviens maintenant sur cette affaire. Oui, en effet, je pense que nous aurons de très grandes surprises en Iran, mais que l'Iran est d'ores et déjà
un pays qui ne cherche qu'une chose, c'est à s'entendre, et d'abord avec l'Arabie saoudite, contrairement à ce qu'on nous raconte, et cela, celui qui le sait pertinemment, c'est Adel Djouber. Je vais vous faire une confidence. Un beau jour, on a parlé comme cela de l'Iran, parce que moi, j'étais allé en Iran et j'ai quand même une idée très élevée d'abord de la culture de ce peuple et puis de sa modération et de son humour. Toute chose qu'on ne connaît pas quand on écoute la propagande. Et les Saoudiens étaient très déchaînés contre les Iraniens, l'ennemi principal, etc. Je lui dis, mais tu y crois, toi, tout ça? Il me dit, pas du tout. Et je vais te dire une chose, moi, j'ai tous les postes que j'ai eus. Adel Djouber a été ambassadeur à Washington, il a été à New York avant aux Nations Unies, il a fait tous les postes aux États-Unis, il connaît parfaitement l'Amérique. Et il a dit, il y a un homme qui était comme moi, qui a fait exactement le même parcours, c'est Zarif, l'actuel ministre des Affaires étrangères de l'Iran, la République islamique d'Iran. Mais Zarif, il m'a dit, en fait, on était très proches, et s'il n'en tenait qu'à moi, et je peux tout à fait divulguer cette phrase, elle n'a rien de confidentiel, nous pourrions nous entendre, lui et moi, la meilleure manière du monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Depuis que Djouber a évité finalement la chute de justesse que les extrémistes et le roi actuel voulaient lui imposer, eh bien, c'est ce qu'il fait. Il ménage l'Iran au maximum et il empêche la guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour des raisons très évidentes. Alexandre, cette proximité que vous prêtez à des dirigeants saoudiens et iraniens rendrait-elle caduque cette alliance non visible pour l'instant, mais plus que probable, entre l'Arabie saoudite et Israël, ce rapprochement entre Israël et des pays sunnites de la région? Moins que jamais. Mais par contre, l'Iran aussi va essayer maintenant d'envoyer des messages de soutien à Israël, surtout depuis qu'avec la mort de Qasem Soleimani, il n'y a plus maintenant les gardiens de la révolution. Alors, pour vous dire une petite chose, cherchant l'Iran, parlons un peu de l'Irak. Ali Sistani est le grand chef religieux de l'Irak. Mais un jour, une interlocutrice américaine que j'aime beaucoup me dit, ah, tu sais, on sait quand même qu'il est très pro-iranien. Je dis, mais il n'est pas pro-iranien, Sistani. Il est en effet en Irak, il est rentré en Irak à l'âge de 18 ans pour y étudier la théologie chiite, mais c'est un Iranien de Mashhad, et il est immensément populaire en Iran. Alors vous savez qu'il existe un box-office en Iran religieux, c'est-à-dire que les fidèles sont libres de cotiser pour qui ils veulent en Iran. Eh bien, je vous donne en mille, qui aujourd'hui fait aujourd'hui 18 fois les mêmes 18 fois plus d'argent que l'ayatollah, le guide de la révolution Khamenei, qui est un vieil agent soviétique en plus, ignorantin. Eh bien, c'est Sistani. Sistani est formidablement populaire, non seulement en Irak, mais en Iran. Et qu'est-ce qu'il a dit, Sistani? Je suis pour abolir toute la révolution de Khomeini, tout le pouvoir théologique, ce qu'on appelle la Velayat Efari. Je suis pour que les religieux, religieuses, comme aurait dit le général de Gaulle, et que les politiques, politiques. C'est-à-dire, il est pour le rétablissement de la démocratie et de la liberté. Alexandre, donc à vous entendre, la menace iranienne n'est pas aussi forte qu'on le croit. Donc on va continuer de déplacer le curseur en se rapprochant évidemment d'Israël, en parlant des relations entre Israël et les Palestiniens. Un gouvernement d'union nationale s'est formé aujourd'hui en Israël. Il est prévu que ce gouvernement annexe la vallée du Jourdain et des implantations en Cisjordanie. À votre avis, cette initiative bloquera-t-elle définitivement un accord de paix possible entre Palestiniens et Israéliens, ou au contraire, puisque vous êtes depuis le début de cet entretien plus qu'optimiste et plus que confiant, alors pour le coup, vous êtes, vous, très patient et vous pensez que tout s'arrangera dans le monde qui est le nôtre. Alors, que pensez-vous des relations entre les Palestiniens et les Israéliens aujourd'hui? Est-ce que tout est bloqué ou est-ce qu'il y a un petit espoir un jour de paix et d'accord entre les deux peuples? Rien n'est bloqué, mais on sait très bien que tout dirigeant palestinien qui avancera très vite les concessions qu'il peut faire aux Israéliens sera assassiné.
Et Mahmoud Abbas, Abou Mazen, nous a rendu un immense service pendant l'intifada des mosquées. Alors que l'isolement de que la France d'ailleurs et d'autres organisaient d'Israël était total, Abou Mazen a commencé à faire entendre sa voix et là, il a risqué sa vie en disant « Je ne suis pas d'accord avec la stratégie d'Abou Ammar, d'Arafat. Je pense qu'il nous faut maintenant arrêter la lutte armée et développer une campagne pacifique. » Et il a dit, il a cité le Mahatma Gandhi et les grèves répétées en Inde, c'est-à-dire toute la stratégie gandhienne, qui évidemment n'aurait jamais fonctionné s'il n'y avait pas eu, bien sûr aussi, l'Empire britannique qui n'avait aucune envie de répandre le sang après avoir fait quelques bêtises préalables. Mais c'est une autre affaire. En tout cas, Abou Mazen a pris ce risque. Il aurait pu être tué, il ne l'a pas été, mais ensuite de quoi il est devenu très naturellement le successeur d'Arafat et le successeur sur une ligne évidemment de dialogue avec Israël. Maintenant, cela dit, lui demander plus que cela aujourd'hui, c'est le condamner à mort. Et les Israéliens l'ont parfaitement compris. Premièrement, il fallait désengager la Jordanie, qui est un État palestinien, bien entendu très largement majoritaire, mais qui est quand même gardé par sa monarchie et qui est protégé tous les jours par Israël, par le Mossad, mais aussi par les alliés américains. Eh bien, il fallait que la Jordanie ne puisse plus être en permanence soumise à un chantage en étant le véritable État qui est censé défendre la cause palestinienne. C'est fait. L'Arabie saoudite, qui a les épaules beaucoup plus larges et qui est une alliée ouverte d'Israël et qui s'apprête à reconnaître sur le plan diplomatique l'État israélien, après quoi ils nous rendront la vie évidemment difficile pour défendre tous les jours les intérêts des Palestiniens, mais ça c'est tout à fait de bonne guerre, mais avec deux ambassades, une ambassade saoudienne en Israël et une ambassade israélienne en Arabie saoudite, probablement à Riyad. Eh bien, je pense que ça change tout. Car les Saoudiens, ils ont à la fois l'argent, bien entendu, mais ils ont aussi le prestige d'être les gardiens des lieux saints, c'est-à-dire les vrais substituts du califat, pour dire oui, nous le faisons. Et si nous le faisons, vous pouvez le faire. Et c'est seuls eux qui aujourd'hui peuvent donner la force à Abou Mazen, à Mahmoud Abbas, pour aller plus loin. Et alors, que Dieu donne, que je ne voudrais surtout pas que le moindre cheveu de sa tête soit mis en cause, mais c'est tout à fait possible. Ces perspectives optimistes que vous décrivez n'empêchent pas malheureusement les attentats de se produire en Israël quasiment chaque jour. Là non plus. Bien sûr. On n'a aucune information dans les médias européens sur ces attentats où le terrorisme continue en Israël, avec l'assassinat notamment de jeunes. Et curieusement, j'aimerais aussi avoir votre éclairage là-dessus, poursuite des attentats et du terrorisme en Israël. En revanche, arrêt du terrorisme, et tant mieux, il faut s'en réjouir. En Europe, je pense aux événements dramatiques comme ceux du Bataclan, de Charlie Hebdo ou de l'Hypercacher. Alors, à votre avis, est-ce que ce terrorisme international qu'on a appelé Al-Qaïda, un temps, aujourd'hui Daesh, est déclinant, ou est-ce qu'il se prépare à commettre d'autres horreurs? Dans le désespoir qui est le leur, ils vont évidemment commettre de grands attentats et nous devons attendre au pire. Il vaut mieux s'attendre au pire parce qu'on a de bonnes surprises. Mais pour l'instant, je n'attends rien de ces hommes. Par contre, je pense que nous sommes en train de vider le bocal. Et des poissons qui sont dans un bocal qui a été vidé, ils ont tendance à respirer difficilement. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et sur ceci, je voudrais rendre hommage à Bibi Netanyahou. Je vois que, par exemple, le prix d'Israël a été donné à ce film extraordinaire qui s'appelle Our Boys. Et bien entendu, Bibi, qui n'est pas toujours plein d'humour, l'a pris comme une attaque personnelle. Mais ce film est extraordinaire. Au départ, c'est un film plutôt pacifiste israélien qui montre que les Palestiniens commettent des attentats, mais qu'ils sont eux-mêmes désespérés, qu'il ne faut pas leur en vouloir. Et c'est très juste.
Et à la fin des fins, il montre un dirigeant du Shabak qui est lui-même d'origine religieuse et qui, au fond, comprend plutôt toute cette partie d'Israël un peu extrémiste et qui, en fait, est quand même, sont aussi les meilleurs de nous-mêmes. Et ce film qui commence en s'adressant évidemment à un public de gauche qui n'aime pas les annexions, finit par dire, ben, vous savez, toute cette droite religieuse israélienne, vous avez tort de la croire si mauvaise. Bien entendu, je voudrais ici ouvrir une petite parenthèse. Shabak, bien sûr, le SB, le Shin Bet, c'est-à-dire le renseignement intérieur qui est si important dans la lutte contre le terrorisme, il est évident que ceux qui ont inventé ce sigle SB parlaient tous russe, bien sûr. C'était en 1945-46 où nous étions, je dis nous les Russes, totalement alliés à Israël. C'était une belle époque. Et bien entendu, l'initiale Shabak, il y en a bien entendu sa légitimité en hébreu, là aussi en russe. C'est Slujba Bezopasnost. C'est le service de sécurité. Et bien sûr qu'il pensait Slujba Bezopasnost. Et donc, bien sûr, ce sont des Russes qui ont inventé le Shabak, comme toutes ces méthodes, comme d'ailleurs l'inquisition fiscale est une méthode communiste. Tout cela, ce sont les bêtises staliniennes que nous avons commencé à manger comme vraiment le pain. Merci Alexandre. Merci pour ce tour du monde. Cessons d'être staliniens en Israël, ce serait tellement un progrès. Merci Alexandre. Je passe la parole à Claude qui va s'adresser à vous et répercuter les questions des internautes qui vous ont écouté et regardé. D'abord, je voudrais vous remercier 1000 fois tous les deux. J'avais l'impression non pas d'être retourné à Jaffa Tel Aviv au temps du bonheur extraordinaire, où on pouvait avoir des vraies informations avec des vraies questions et des interviews d'immense qualité. J'avais l'impression d'être dans... Bientôt et de nos jours. J'avais l'impression d'être dans un journal télévisé international avec des informations absolument bluffantes, extraordinaires, dites avec l'esprit qui est le vôtre, avec cette espèce de fantastique culture internationale, avec cette connaissance du monde arabe, avec cette connaissance de la Russie, et puis quelque part aussi des éclairages complètement nouveaux grâce à vos questions, cher Paul, sur véritablement les relations qui vont être les nôtres dans les prochaines années avec nos voisins arabes et les Palestiniens, mais aussi l'Arabie saoudite et d'autres. Alors je pense que c'était passionnant. Je vous remercie infiniment tous les deux. Il y a des questions, il y a beaucoup de questions. D'abord, on est suivi par plus de 300 personnes et en YouTube, en live. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se souvenir de cet entretien et qui va véritablement permettre à beaucoup d'entre nous de pouvoir intervenir. Alors, je sais que Jean-Jacques Pierrat avait quelques questions à vous poser tout de suite à la sortie de cet exposé. Est-ce qu'il est avec nous, Jean-Jacques ? Jean-Jacques, tu reviens ? Oui, je suis là, oui. Formidable. Alors moi, juste avant de donner la parole à nos internautes par les questions interposées, il y a quand même quelque chose de profondément intéressant que je voudrais un petit peu apporter à cet entretien. Effectivement, il y a un gouvernement d'union nationale en Israël. Effectivement, il y a un agenda politique. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a aussi quand même, si vous voulez, pour la première fois en Israël, un immense changement, si vous voulez, de perception de leadership, puisque c'est pour la première fois depuis pratiquement 15 ans que ce Premier ministre qui est en place depuis si longtemps, Benjamin Netanyahu, a quand même fixé une date pour son départ, ce qui est quand même assez atypique dans un système politique qui est le nôtre. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il va falloir s'adresser. Par ailleurs, je voulais savoir, et c'est un peu une question pour la France et donc pour son représentant aujourd'hui, s'il n'était pas véritablement important aujourd'hui d'essayer de focaliser une très grande coopération de recherche médicale, d'échanges médicaux entre la France et Israël, comme ça l'a été pendant de très nombreuses années, comme ça l'est encore, je le sais, entre l'Institut Weizmann et l'Institut Pasteur, entre autres, mais pas seulement. Je crois qu'il est temps qu'on puisse véritablement s'épauler pour essayer de faire avancer un certain nombre de choses en vue, effectivement,
des pandémies à venir, mais pas seulement. Je crois que c'est fondamental. Il y a plein de paramètres aujourd'hui, vieillissement de la population, d'autres choses de ce genre qui véritablement imposent une réflexion entre nous. Alors, est-ce que c'est dans le programme de la cadence de l'Institut français de son Excellence l'ambassadeur d'essayer d'approfondir et de renforcer ces relations? Claude, vous voulez que je prenne la parole sur ce dernier point? Absolument, oui, oui, c'est à vous que je m'adresse. Très bien. Sur ce dernier point, c'est vrai que c'est un volet qui n'est pas forcément connu du grand public au niveau de ce que fait, de ce que sont les missions de l'Institut français. Nous avons un très, très gros volet pour tout ce qui est coopération scientifique et universitaire et un programme de coopération avec un PHC, donc un programme ubercurien qui permet de financer justement les échanges bilatéraux entre la France et Israël. Et venant moi-même de Berlin, où j'avais en charge toute la coopération scientifique et technologique, juste pour vous dire que l'enveloppe en fait, qui était consacrée à la relation bilatérale avec l'Allemagne était plus petite que celle qui est consacrée à Israël. Ceci étant, je vous ai parlé tout à l'heure du plan d'action, effectivement, de l'Institut français. Et dans ce plan d'action, il va être évidemment revu suite à cette crise majeure. Et bien évidemment, la santé va faire partie des secteurs importants. Bien sûr, au niveau de ce programme bilatéral, puisqu'il y a un cofinancement français et israélien, la santé va faire partie de nos priorités, ça on l'espère, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'effectivement, il faut aller sur de la coopération plus institutionnelle, il faut aller vers les réseaux que l'on connaît en France, l'Institut Pasteur, vous l'avez cité, l'INSERM, qui est également un institut de tout premier plan en matière de recherche. Et il faut qu'on crée cette synergie entre nos réseaux. Il y a par exemple des systèmes qui sont très, très développés par l'Institut Pasteur, qu'il s'agisse de l'Afrique ou de l'Asie, avec des systèmes de surveillance qui permettent justement d'alerter et de travailler en synergie avec les autorités locales. Je pense qu'il faut qu'on puisse imaginer tout ça. Alors ensuite, évidemment, la dernière question qui se pose, c'est les moyens. Parce que même si ce programme est important, il faut, à mon avis, des moyens, je pense, démultipliés pour mettre en place ce type de programme. Et donc, on avait imaginé des fonds avant cette crise. Il va falloir aller plus loin, effectivement, sur ce sujet-là. Bon, merci. En tout cas, ça ouvre des portes. Alors, ce que je voudrais vous dire, vous lire quelques questions un peu en vrac, Paul et Alexandre, parce que ça vous concerne directement. D'abord, c'est très agréable que parmi nos 300 suiveurs, nous avons pas mal de compliments, conférences très intéressantes, etc. On a notre ami Jean-Claude Bensoussan qui nous pose une question pertinente. Et l'Europe? L'Europe, que va-t-elle devenir? Ça, c'est une première question. La deuxième question, qui est importante aussi parmi toutes celles que nous avons reçues, est celle énoncée par Charlie Lelouch, dans lequel il s'exprime comme ça. Il devrait y avoir des procès dans le monde d'après contre des responsables qui se sont avérés irresponsables face à cette pandémie. Est-il vrai qu'une loi d'immunité est prévue pour nombre d'entre eux? Et enfin, une autre question qui concerne l'Amérique, de Jean-Michel, parmi d'autres. Si Trump n'est pas réélu, quelle sera la position de la nouvelle administration américaine vis-à-vis d'Israël? Voilà quelques questions en vrac sur lesquelles j'aimerais que vous puissiez nous donner vos avis respectifs en essayant d'aiguiller les réponses de telle sorte que ça puisse nous donner véritablement un éclairage sur ces questions fondamentales, sur la relation entre l'Amérique et Israël, si effectivement il y a un changement de parti de l'autre côté. Et puis aussi la grande question sur l'Europe au sortir de cette pandémie, extrêmement fragilisée, extrêmement meurtrie, extrêmement, disons, déstabilisée, malgré des gouvernements extrêmement stables, mais enfin dans toutes ces structures. Jusqu'où ce malaise-là va-t-il aller? Jusqu'où cette perte de revenus va-t-elle aller? Et comment, sur le plan sociétal, sur le plan affectif, sur le plan psychologique, sur le plan économique, va-t-elle pouvoir sortir de cette crise et retrouver la place de son équilibre dans le monde? Voilà, l'Europe, la relation avec l'Amérique, s'il vous plaît. Si vous le permettez, Alexandre, un petit mot.
Je pense à l'interpellation de M. Touati au tout début qui nous demandait d'être bref, pour ne pas prendre le risque d'être coupé, parce qu'on a peut-être un temps imparti par Zoom. Je vous demanderai, Alexandre, de répondre brièvement aux questions répercutées par Claude. Alors, on commence par l'Europe. L'Europe écartelée. L'Europe est en effet écartelée, mais l'Europe va se reconstituer parce qu'il est absolument indispensable qu'elle le fasse. Elle va se reconstituer à la fois à son centre, c'est-à-dire qu'elle va garder l'euro, qui va être évidemment un ancrage pour la stabilité plus ou moins difficile d'un certain nombre de ces pays. Et je pense même que des pays d'Europe de l'Est, à un moment ou à un autre, feront les efforts pour se mettre en position de rejoindre l'euro. Je pense que ce sera également le cas des Scandinaves qui finalement s'alignent toujours sur l'euro mais ne le font pas. Maintenant, la vraie question, c'est les deux ailes, l'Angleterre et la Russie. Je commencerai par l'Angleterre. L'Angleterre aujourd'hui est dirigée avec beaucoup de fermeté et d'habileté par un Premier ministre qui est un Européen convaincu, qui a écrit d'ailleurs un livre sur Churchill qui est un éloge de l'engagement européen de Churchill. Et je ne crois pas du tout que l'Angleterre se prépare à revenir vers les États-Unis, tout simplement parce que les Américains n'en veulent pas. Quant aux Russes, c'est exactement la même histoire. Bien sûr, le chef de l'armée aujourd'hui, Shoigu, est un Mongol, oui, un Mongol, qui en plus ressemble à Genghis Khan et est un peu plus grand que Xi Jinping. Donc, c'est tout à fait frappant. N'empêche que la Russie regarde vers l'Europe. Elle a compris qu'elle n'a nulle part où aller. Donc, nous allons essayer d'intégrer à sa manière l'immense Russie et nous allons essayer de faire revenir la Grande Angleterre, qui elle-même d'ailleurs garde des liens avec le Commonwealth et certainement dans un rapport franco-anglais beaucoup plus important. Voilà ce que j'ai à dire. Pour le reste de l'Europe, je reviendrai. La deuxième question concernait quand même l'élection américaine. Mais ça, je vais te laisser peut-être déjà la parole. Non, mais vous avez répondu tout à l'heure sur l'élection américaine et assez longuement sur les conséquences de l'après-Trump. D'ailleurs, comme d'habitude, vous êtes mouillé en disant qu'il ne sera pas réélu. On demandera à Claude d'initier une autre rencontre en novembre pour savoir si vous vous trompez ou pas, Alexandre. Il y a un simple mot sur l'Amérique pour ne pas prendre de temps. Condoleezza Rice. Condoleezza Rice, qui était la secrétaire d'État de George W. Bush, c'est elle qui sera présidente pour moi. Je me mouille et je suis pour elle. Bon. Je voulais simplement vous dire que vous avez tout le temps pour répondre aux questions qu'il faut, parce que nous avons une prolongation de Zoom sans aucun souci. On est sur tous les fronts et on a énormément de gens qui nous suivent et qui n'ont pas bougé d'un millimètre depuis que vous avez commencé à parler. Donc, ils sont à soif de toutes ces informations. Ok, parfait. Merci Claude. Sur Condoleezza Rice quand même. Alors, ok. Alors, Condoleezza Rice a été vice-président, secrétaire d'État. Donc, elle est aujourd'hui chancelière de l'université de Stanford en Californie et elle a eu une standing ovation d'une convention républicaine qui était plutôt conservatrice, voici 4 ans, à un moment donné où elle racontait tout simplement ses difficultés de jeune femme noire. Bon, il se trouve que je la connais fort bien, mais je sais aussi qu'elle parle parfaitement l'hébreu puisque son père était pasteur et les pasteurs apprennent l'hébreu, elle aussi. Elle le parle un peu, enfin, elle le comprend suffisamment, exactement comme Angela Merkel, à laquelle elle est très comparable. Et puis, par ailleurs, elle est une anticonformiste totale. Et Alexandre, elle est très fière de sa négritude. Et donc, elle est la parfaite candidate. Alexandre, ni démocrate, ni républicaine. Comme disent les Américains que vous connaissez si bien, ce n'est pas du wishful thinking de votre part. Ce n'est pas parce que vous souhaitez qu'elle soit élue. Mais bien sûr, et j'ai d'ailleurs préparé une lettre pour lui dire maintenant tu y vas, n'hésite pas. Et je suis persuadé qu'elle ira et je suis persuadé qu'elle sera élue. C'est formidable avec Alexandre parce qu'on a à la fois. Alexandre Adler pour Condoleezza Rice, ça pourrait faire du bruit quand même. On a à la fois la scène et les coulisses. Elle a ma voix en tout cas. Troisième question répercutée par Claude, plus sérieusement. Les procès possibles dans plusieurs pays, notamment en France, où des plaintes d'ailleurs ont été déposées.
Alors, vous savez Condoleezza Rice, quand même, de qui elle était l'amie intime? Du père de Bibi Netanyahou qui avait trouvé à enseigner dans le Colorado. Mais oui, parce que personne ne voulait de lui, évidemment, après s'être fâché avec toute la classe politique israélienne. Et les deux gamins qui n'étaient pas encore à Harvard, eh bien oui, il était le grand ami du père Rice. Et ça ne s'invente pas. C'est quand même Bon, un hasard incroyable. Mais c'est vrai. alors, Maintenant, la, la France. la question sur la justice et la responsabilité ou pas, pénale ou pas, des dirigeants en temps de crise du Covid. Voilà, je suis persuadé pour ma part qu'il va falloir réfléchir à tout cela, mais une fois qu'on a réfléchi à tout, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas de procès. Pourquoi? Non pas que certaines sanctions ne soient pas nécessaires, et elles seront prises, mais elles seraient essentiellement voulues par la vengeance et pas par la prise en compte de l'immensité du phénomène auquel nous avons été confrontés. Dans un cas comme celui-là, nous avons intérêt à gouverner avec tout le monde. C'est exactement ce qu'a fait le général de Gaulle, puisqu'on aime maintenant cette comparaison, au lendemain de la guerre. Ben non, il n'a pas fait l'épuration. Et moi, évidemment, quand je regarde ça, et évidemment, j'ai été élevé dans une autre culture, j'aurais bien aimé qu'un certain nombre de collabos rendent des comptes. Avec le général de Gaulle, ça n'a pas été le cas. Vous pensez qu'il en pensait tant de bien des collabos? Pas du tout. Et il pensait qu'il fallait faire la France. Eh bien, je pense que envoyer des gens, parfois de façon méritée, parfois de façon imméritée, en prison, ou de rendre des comptes, même mon ami François Hollande, que je considère, que j'appelle Lord Kelvin, je l'ai déjà anobli, parce que ce n'est pas le degré 0 Celsius, c'est le degré Kelvin, c'est encore beaucoup plus bas. Mais Lord Kelvin n'ira pas en prison non plus, il a été président de la République. Nous abaissons nos institutions en nous vengeant. Et c'est bien sûr une justice qui comporte effectivement la dénonciation de faits qui se sont produits et qui sont scandaleux, mais c'est aussi une façon de nous faire encore un peu plus de mal. Nous devons reconstruire la France. Claude? Il y a énormément de questions sur la question de l'annexation de la Judée et de la Samarie. Pour comprendre, si vous voulez véritablement que ce n'est pas simplement un programme à sens unique ou une résolution à sens unique de la part des Américains, il faut quand même se souvenir qu'il ne s'agit pas d'une accession pure et simple à la merci du simple désir d'Israël de le faire, mais que ça implique d'une manière absolue et inéquivoque une négociation avec les Palestiniens. Ceci dit, tout le monde en parle et l'Europe, entre autres, s'est mise véritablement sur une position plus que ferme en considérant précisément que cette déclaration d'annexation qui est rentrée dans le traité de coalition de notre gouvernement qui vient d'être élu et d'être élu aujourd'hui au Parlement israélien. Donc la grande question, d'abord c'est une question de fond. Est-ce que l'annexation de la Judée et la Samarie, ça veut dire quelque chose pour l'État d'Israël, pour son avenir et pour la manière de gérer son existence dans cette partie du monde? Et que cela implique-t-il profondément au niveau des Palestiniens s'ils accepteraient sous ce narratif-là de conduire une négociation qui éventuellement nous amènerait à autre chose? C'est la grande question parce que ce gouvernement en Israël va être obligé évidemment de prendre un certain nombre de décisions. L'Europe est très claire. Dès aujourd'hui, tout le monde s'est mis en position pour s'opposer d'une manière absolue à ce qui leur semble être véritablement une infraction au code international. Quant aux Palestiniens, ils ne sont pas très audibles pour le moment, mais je pense que ça ne saurait tarder pour avoir une réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans ce nouveau gouvernement qu'on vient juste d'enregistrer en Israël. Est-ce que vous pourriez un petit peu élaborer là-dessus? Et puis ce sera la fin de notre rencontre et on aura à se dire merci et à se retrouver très très vite. Alors Alexandre, je vous laisse la parole et le mot de la fin. Pas le mot de la fin parce que ce sera pour Paul. Mais en ce qui me concerne, je dirais qu'enfin, et il fallait y venir, nous comprenons la complication du Talmud, particulièrement du Talmud Babli.
Talmud de Babylone. Mais le premier n'est pas, celui de Jérusalem n'est pas moins compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que, bien entendu, et c'est depuis 1967 que les choses sont ainsi, nous avons le contrôle de tout le territoire d'Israël, y compris, bien entendu, de tous les territoires palestiniens. Et à partir de là commence une jurisprudence d'une extrême complexité. Et la grande force d'Israël, c'est justement le droit jurisprudentiel. Nous avons une constitution très faible, qui a été signée d'ailleurs par tous les communistes de la Terre. Mais nous avons quand même d'abord et avant tout de la jurisprudence. C'est la Knesset finalement qui vote et qui change en partie la halakha même, parce que finalement la loi du retour, c'est une halakha de type supérieur et ce n'est pas la halakha non plus, parce qu'il y a quand même la halakha. Voilà, c'est très compliqué. Et pour cela, il faut étudier le Talmud. Et on comprend comment on a fait le Talmud. Et donc, dans ces conditions, il faut bien entendu qu'on ne cède pas un pouce d'Eretz Israël. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on gêne jamais les Palestiniens et le droit qu'ils ont à l'existence. Ce droit est aussi un droit électoral. Mais nous n'allons pas avoir un corps électoral unique. Nous allons avoir un corps électoral palestinien, arabe, musulman en réalité, car les chrétiens vont rester de notre côté. Et nous allons avoir aussi un droit électoral de l'État d'Israël, de tous ceux qui voudront rester citoyens israéliens. Est-ce que les Arabes palestiniens qui sont devenus très nombreux, alors qu'ils étaient tout à fait résiduels en 1948, c'est pour ça que le problème de leur citoyenneté ne posait pas tant de questions, aujourd'hui à 25%, il en pose. Mais c'est tout à fait bien, et il faut accepter qu'ils s'en aillent à un moment donné, volontairement, et contre la garantie absolue d'un État palestinien. Cet État lui-même sera-t-il territorial? Pas totalement. On va faire des tunnels, des ponts entre Gaza, la Cisjordanie. On va aussi faire une espèce de métro tout autour de Jérusalem pour permettre aux Palestiniens de se déplacer. Mais par contre, nous garderons tous les Druzes, nous garderons évidemment une grande partie des chrétiens qui n'ont plus envie maintenant de la Palestine soi-disant laïque que leur promettait Arafat. Et nous aurons donc un État palestinien musulman dans Eretz Israël, mais totalement libre, avec un certain nombre de souverainetés, mais des souverainetés qui, par ailleurs, se traduiront dans des cantons, dans une territorialisation, mais une territorialisation relative. On pourra rester citoyen de l'État des Palestiniens et habiter dans l'État juif. Et puis, inversement, il y aura des juifs dans cet État palestinien. Et cela demandera évidemment une tosefta, des véritables ajouts juridictionnels énormes. Mais nous allons y arriver et nous allons même retrouver les quelques Samaritains qui sont restés de l'autre côté dans l'État de Jordanie, qui sont encore aujourd'hui. Attendez, Alexandre, je voudrais simplement faire une référence. Je voudrais justement, pour ce que vous êtes en train de développer maintenant et qui est la conclusion de notre rendez-vous, renvoyer nos amis à la magnifique conférence sur la déclaration de San Remo qui a eu 100 ans cette année et qui donnait véritablement un partage au nom de la loi internationale de notre territoire, dans notre région, et qui incluait la Judée et la Samarie d'une certaine manière, et qui a précédé, enfin, ou qui a juste suivi la déclaration de Balfour, mais qui était beaucoup plus précise sur le plan du droit international. Donc, cette discussion-là va continuer. Ce sera probablement l'élément essentiel de nos dialogues à venir. Je voudrais vous remercier 1000 fois de votre temps. Claude, pardonnez-moi, j'avais promis de poser une question à Jean-Jacques Pierrat, et donc je vous la pose aussi à vous, et c'est comme ça que vous conclurez sur le campus que vous présidez, sur l'institut que vous dirigez, Jean-Jacques. Comment, au campus francophone et à l'institut, avez-vous vécu cette crise du Covid? Quels enseignements en tirez-vous et quelles sont les perspectives pour l'après, pour le campus comme pour l'institut? Claude? Alors écoutez, nous sommes organisés relativement très vite au campus pour avoir un enseignement de loin, à la fois pour nos petits groupes
de francophones qui étaient venus spécialement pour passer l'année dans le cadre du programme Massa, mais pas seulement, aussi pour le reste de nos étudiants dans tout le collège. Et ça s'est passé très bien parce que ce collège est magnifiquement équipé sur le plan, si vous voulez, sur le plan de l'ordinateur et de l'électronique. Bien sûr, sur le plan humain, ça a été un déchirement parce que nous avons travaillé ici avec 15% et puis après un peu plus, 30% de gens qui reprenaient leurs activités. Sur le plan humain, c'est extrêmement compliqué, c'est très difficile parce que tout le monde sait les conséquences catastrophiques sur le plan économique pour chacun et pour chacune de ceux qui sont obligés d'abandonner un poste, même avec une compensation minimum de l'État. Donc, c'est très douloureux à cet égard. Et puis, bien sûr, si vous voulez, il faut s'habituer à un petit peu gérer ce désert humain quand on rentre dans une université qui grouille et qui bouillonne de jeunes d'un bout de l'année à l'autre, et de rentrer dans des couloirs complètement déserts, c'est compliqué. Donc, tout ça a été très compliqué, mais je crois que vous l'avez dit aussi tout à l'heure, que ça nous a permis véritablement de réfléchir et d'aller peut-être à l'essentiel des choses. Vous savez, il y a une expression en hébreu qui s'appelle « tikkun olam ». Ça veut dire réparer le monde. Quelque part, on a tous eu la sensation que les choses avaient été trop loin, d'une manière très distordue sur des priorités sur lesquelles on aurait dû se battre, comme la santé, comme l'éducation, comme la justice sociale, et que tout ça avait été, en dehors de l'écologie, bien sûr, qui nous est très chère, vous le savez, au collège, puisqu'on fait énormément de projets dans ce domaine-là. D'ailleurs, vous en faites partie, mon cher Paul, parce que comme tous les vrais amis, vous êtes constamment présent sur toutes les folies que nous initions dans ce collège. Mais ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'au fond, aujourd'hui, véritablement, ces 2 mois de suspens comme ça nous ont permis d'aller au plus profond de nous-mêmes et de se dire véritablement quelles sont les priorités, quelles sont les choses indispensables qu'il faille faire sur le plan humain, sur le plan du progrès des jeunes dont nous avons la responsabilité. Et je crois que c'est là-dessus qu'on a essayé de travailler. Et encore une fois, l'équipe ici a été absolument exceptionnelle. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur notre expérience Covid au Collège de Natania. Jean-Jacques? Oui, je rejoins un peu ce que Claude vient de dire. On a été extrêmement réactifs face à la crise pour mettre en place un certain nombre de programmes. Et je crois que ça tient beaucoup aussi au fait d'être en Israël. C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression que les gens sont extrêmement réactifs, très innovants et inventent très rapidement des choses nouvelles. Et nos partenaires qui nous ont accompagnés dans les différents programmes qu'on a pu mettre en place étaient là avec nous et ont fait des choses exceptionnelles en très peu de temps. Donc, ça veut dire pour nous, évidemment, on ne fait jamais les choses seuls. Donc, pour nous, le partenariat est important. La culture est peut-être, en écoutant Alexandre Adler, est peut-être quelque chose que, voilà, qui est quelque chose de pas forcément que l'on met au premier plan, mais elle n'a pas été vécue pendant ce confinement comme un divertissement. On est allé au-delà, mais c'est devenu une nécessité. C'est-à-dire que les personnes ont souhaité réussir leur confinement, ont souhaité aller plus loin, ont souhaité apprendre des choses, ont souhaité approfondir, ont souhaité prendre le temps également. Et là, pour le coup, la réponse de l'IFI a été de plusieurs ordres, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Il y a eu effectivement le cœur de métier de l'Institut français, enfin une grosse partie du travail de l'Institut français qui est apprendre, donc les cours de français. Et là, on est allé en une semaine sur des cours de français en ligne avec Zoom. Il y a évidemment comprendre, mais aujourd'hui, on en fait la démonstration avec des conférences qui ont été mises en place sur Zoom. On a eu des conférences en hébreu qui ont été suivies par des gens qui se trouvaient un petit peu partout sur l'ensemble du pays. Il y a également le volet innover, j'en parlais tout à l'heure. Innover, c'est évidemment des événements à distance. Donc, par exemple, notre festival du film français qui est quand même un temps fort pour notre programmation, en une semaine est devenu un festival, je dirais, sur la plateforme VOD de Yes. Et puis, je dirais, partager, ça veut dire la culture française. Notre mission, c'est effectivement de faire connaître la culture française. Et là, pour le coup, les acteurs français se sont tous mobilisés pour présenter des offres extrêmement riches. Vous avez effectivement des ressources en français, en anglais également, qui vous permettent de mieux connaître nos musées, notre patrimoine culturel. Et là, pour le coup, on a
fait en sorte que justement toutes ces offres puissent être relayées vers le public israélien. Alors juste deux points. Les deux événements culturels de la suite de la post-crise, c'est évidemment la préparation, enfin c'est notre préparation de la fête de la musique le 21 juin, donc on va voir sous quelle forme. Et puis évidemment notre fête nationale où on aura un événement culturel majeur à l'Institut français. Merci beaucoup à tous. Cher Paul, on se donne rendez-vous, et à vous aussi, cher ami, la semaine prochaine, à la même heure, avec France-Olivier Gisbert. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'oubliez pas de nous envoyer tous vos petits mails, tous vos commentaires. Vous nous dites que c'était formidable, que vous avez adoré, que vous regrettez que Paul ne soit pas là tous les soirs, comme ça l'était il y a quelques années. Et nous aussi, on le regrette. Mais enfin, voilà, on a la chance de l'avoir à nos côtés pour des choses importantes. Alors, je peux vous dire bonsoir. Au revoir.